présenter rapidement. Alors, bonsoir à tous et merci d'être venus. Donc, de la part d'Hélène de la Maison du Théâtre qui est coincée à la billetterie, je rappelle que c'est une conférence qui est donnée en ouverture et en complément de la pièce Sodium qui se jouera ici jeudi à 19h30. Et donc, Hélène me dit qu'il reste une dizaine de places. Donc, si vous voulez réserver en sortant, vous pourrez le faire. Alors, on avait donc, comme cette pièce parle aussi des problèmes d'environnement, mais aussi des questions de donner l'alerte, on était tombé d'accord pour faire une conférence en appui sur la question non seulement des lanceurs d'alerte, mais aussi des journalistes, du rôle des journalistes dans ces, dans cette information. Sur les problèmes qui peuvent se poser, notamment, bon, par exemple pour Sodium, ça sera une question environnementale, mais il n'y a pas que ça. Et on voulait vraiment faire appel à un journaliste dans la mesure où on voulait discuter sur les problèmes actuels. C'est-à-dire que la presse d'aujourd'hui n'est plus du tout celle du siècle passé, même de la fin du XXe siècle. La presse papier a beaucoup moins d'importance, et puis à côté de la presse, de ce qu'on appelait la grande presse, la presse quotidienne nationale ou la presse quotidienne régionale, on a maintenant une quantité de médias d'information, et puis aussi les informations via les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a une surinformation et aussi une désinformation, puisque de fausses nouvelles peuvent circuler aussi facilement. Et à côté de ça, quel peut être le rôle, quel peut être le travail d'un journaliste qui essaye de faire son travail et d'informer. Donc nous avons invité Jean-Marc Adolphe, qui est journaliste, qui anime actuellement une revue en ligne, enfin un journal en ligne, un média en ligne, média qu'il appelle média alteractif, qui s'appelle Les Humanités, et qui est aussi, par son travail, un lanceur d'alerte, puisqu'il avait lancé, dès le mois d'août, des informations et une série de textes concernant la déportation des enfants ukrainiens. Information qui a été reprise assez doucement, il faut dire, qui a mis beaucoup de temps à émerger, mais qui est sortie et qui a abouti à la mise en examen, au mandat d'arrêt délivré contre Vladimir Poutine par la CPI. Donc, Jean-Marc Adolphe, nous vous écoutons. Alors, je rappelle que, bien sûr, il y aura un débat à l'issue. Bon, ça fait beaucoup de sujets à aborder en 10 minutes ou un quart d'heure? On a 40 minutes. 40 minutes, bon, ça va. C'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. C'est un débat intéressant. Bah, c'est ça. Bon, pardon, j'ai pas trop l'habitude, en fait, d'être dans la lumière et de prendre la lumière, mais on va faire avec. Pour entrer dans le vif du sujet, d'abord pour me présenter en deux mots. Quand je dis deux mots, en général c'est toujours plus, hein, mais pour dire surtout qu'est-ce qui m'a conduit vers le journalisme. Alors que mon arrière-grand-mère me disait bah, Jean-Marc, journaliste c'est fouilleur de merde. Elle avait raison. Mais s'il n'y a pas des gens qui se dévouent pour fouiller la merde, qui va s'en occuper? Donc il se trouve que j'ai grandi dans un village du Loir-et-Cher où il n'y avait ni livres, ni télévision, ni radio. Et avant de rentrer à l'école primaire, dans ma famille, la seule personne qui avait fait un peu des études, c'était une tante qui était prof de mathématiques. Et dans le village où j'étais, elle est venue passer pas une dizaine de jours, peut-être de vacances, juste avant que je ne rentre à l'école. Donc à l'école, à l'époque, il n'y avait pas encore la maternelle, donc je sais pas, je vais avoir 5 ans, 6 ans, je sais pas. Et en fait, elle a commencé à m'apprendre à lire, à reconnaître en tout cas les lettres, les caractères, dans le seul imprimé qui arrivait à la maison, qui était le quotidien régional. En parenthèse, c'est quoi ici? C'est le Courrier Picard, c'est ça? Oui. Vous savez ce que lisent le plus les gens, la page qui est le plus lue dans les quotidiens régionaux? Les avis d'obsèques. Ah, je ne suis pas encore mort. Voilà, donc c'était le seul imprimé qui arrivait à la maison. Et en fait, dès que j'étais en âge de commencer à lire, etc., pour moi, le journal régional, ça a été vraiment une fenêtre sur le monde. Et donc, dès que j'ai su lire, je lisais tout le journal, c'était la Nouvelle République du Centre-Ouest, de la première à la dernière page, de A à Z. Et je me souviens encore très bien,
j'avais 10 ans en 68, par exemple. Encore une fois, on n'avait pas la télé, il n'y avait pas la radio. Et en première page, j'avais ces articles. Et à l'époque, il y avait très peu de photos, même dans les journaux, sur les événements de mai 68. Et en fait, quand il n'y a pas de photos, c'est génial. Parce que vous imaginez à la place des images qui ne sont pas. Et donc, ce premier rapport au journal a nourri en moi ce désir d'être journaliste. Je crois que quand j'étais enfant, quand mon enfant, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? Il paraît que j'ai invariablement répondu journaliste. Bon, donc j'ai fait voilà, une école de journalisme et pour en venir plus particulièrement au journalisme d'investigation, j'ai eu la chance, dans une très mauvaise, ou assez mauvaise, on va dire, école de journalisme à l'époque, qui était l'IUT de Tours. Alors dans les IUT, ça c'était fin des années 70, tout début années 80, il y avait un certain nombre de profs qui étaient là par hasard ou par défaut, qui pour beaucoup étaient, donc il y avait par quelques professionnels, puis il y avait aussi des profs qui avaient eu un rôle un peu trop agité pendant mai 68, donc on les avait mis un peu à l'écart dans les IUT. Et là j'ai eu un prof extraordinaire de journalisme qui s'appelait, je voudrais lui rendre hommage ce soir, Henri Deligny. Alors Henri Deligny, c'est pas Fernand Deligny, que vous connaissez peut-être, l'éducateur qui a créé ce lieu dans les Cévennes pour les enfants autistes, qui lui est un peu connu. Henri Deligny avait été journaliste au Canard enchaîné, et il s'est fait virer du Canard enchaîné, parce qu'en 1974, le Canard enchaîné avait fait campagne pour Chirac, contre Giscard. Et lui, à cette époque-là, il a sorti un livre formidable, je vais en dire 2 mots après, qui s'intitulait « Chirac ou la fringale du pouvoir ». À une époque où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc., c'est un livre qui lui a demandé 5 ans d'enquête. Je vais dire un mot après sur ce livre. Et Henri Deligny est devenu un ami. Pourquoi? Parce que un jour, il nous avait demandé de faire un devoir sur la censure. Et puis, pris par le temps, par des obligations syndicales, déjà à l'époque, militants, les Amis de la Terre, tout ça. J'avais pas eu le temps de faire le devoir, donc au dernier moment, j'ai rendu une feuille blanche, simplement barrée, comme ça, avec et j'avais écrit « censuré ». Et j'ai eu 18 sur 20. Mais, du coup, il m'a invité à prendre un café parce qu'il voulait savoir, parce qu'il m'avait eu en cours, mais voilà, parmi les autres, donc il voulait savoir si j'étais vraiment un tir au flanc, ou... bon. Et puis on est devenus amis. Il m'a raconté toute l'histoire de ce livre, qui encore une fois lui a pris 5 ans de sa vie. Il a rencontré énormément d'anciens gaullistes, résistants, et il a pu retracer toute la genèse, la généalogie de la manière dont Chirac, à partir du moment où il s'est retrouvé au cabinet Pompidou, a accédé au pouvoir. Et il n'y a eu aucun procès en diffamation. Je lui ai demandé quand même, je lui ai dit, Henri, est-ce qu'il y a quelque chose dans le livre que tu n'as pas pu dire? Il me dit oui. Il me dit, j'ai acquis, au travers des témoignages que j'ai collectés, l'intime conviction que Chirac a commandité en personne l'assassinat de Robert Boulin avec Pasqua et Marchiani au bas œuvre. C'est eux qui ont exécuté le contrat. Mais je n'ai rien, je n'ai aucune preuve. Et tous ceux qui ont témoigné m'ont dit, surtout je ne veux pas être cité. Donc ça, je n'ai pas pu l'écrire. C'est la seule chose que je n'ai pas pu écrire dans ce livre. Le livre sort, il n'a pas été censuré, et personne n'a pu l'acheter en librairie. À votre avis, que s'est-il passé? C'est pas Pinault qui aurait racheté tous les exemplaires? Pas Pinault. Chirac a acheté tous les livres à la sortie de l'imprimerie. Avec des fonds publics ou pas? Comment? Avec des fonds publics? Je ne sais pas. En tout cas, donc il est resté simplement les 20-30 exemplaires d'auteurs qui revenaient à Henri Deligny. Et alors vous me direz, mais l'éditeur aurait pu réimprimer
et réimprimé, jusqu'à ruiner Chirac. Que s'est-il passé? L'éditeur était Alain Moreau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'édition Alain Moreau. Assez bonne maison d'édition. Sauf qu'à l'époque, Alain Moreau avait publié un livre qui s'intitulait Suicide, mode d'emploi. Ça vous dit quelque chose? Or, certains ont mis en application à la lettre, parce que c'était vraiment un guide de recettes pratiques en plus. Et donc, Alain Moreau était sous la menace d'être poursuivi en tant qu'éditeur devant les tribunaux pour incitation à... Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, curieusement, il n'y a eu aucune poursuite du parquet, etc. Tout a été étouffé. Alain Moreau a renoncé à sa maison d'édition. Il a obtenu de Chirac, à l'époque maire de Paris, un hôtel particulier dans le Marais, où il a lancé une société de production audiovisuelle. Donc, l'éditeur n'existant plus, il n'y avait pas de réédition possible. Il a fallu attendre. Donc ça, je pense que le livre, c'était peut-être 76, 77, je ne sais plus exactement. Il a fallu attendre 2002 pour que Henri Deligny trouve un éditeur, parce qu'il avait gardé quand même le manuscrit et les droits, de fait, lors de la campagne électorale de 2002, un éditeur qui a réédité le livre avec une postface. C'est une édition Sileps, et le livre est paru sous le titre Chirac, point d'interrogation, on vous avait prévenu. Sauf que là aussi, il y a eu, alors il n'y a pas eu rachat de livres, mais il y a eu omerta totale, presque totale de la presse. Pourquoi? Parce que deuxième tour de 2002, Chirac contre Le Pen, et donc tout le monde s'est dit, oulala, il ne faut pas toucher à Chirac. Voilà. Mais j'ai beaucoup appris de ces discussions, de ces conversations amicales avec ce très grand journaliste qui s'appelait Henri Deligny, qui est mort il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Il y a même une fiche Wikipédia, donc vous pouvez le trouver. C'est ça, quand on improvise, parfois il y a des blancs. Vous pouvez poser des questions à tout moment. Hein. Oui, par exemple, il n'aurait pas pu faire comme Voltaire dans le temps, c'est-à-dire éditer à l'étranger. Absolument, je crois qu'il n'y a pas pensé. Bon. Et puis, il aurait pu aussi, si on était aujourd'hui, il aurait pu faire un blog. Mais il n'y avait pas Internet à l'époque. Okay. Donc ça a été une censure de fait. Mais, encore une fois, le livre en tant que tel n'a jamais été censuré. Et donc là, on est déjà dans quelque chose peut-être que je vais développer après, c'est-à-dire que il y a officiellement, en France, il n'y a plus de censure. Mais en fait, il y a plein de censures qui existent toujours. Il y a des censures économiques. Moi, j'essaie depuis 2 ans de lancer un nouveau média, donc les humanités, comme il a été dit. Si je n'avais pas investi tout mon temps et mon bénévolat, parce que maintenant je suis à la retraite, bon, ça n'existerait pas. Il y a des censures, enfin de toutes sortes. Et la plus redoutable d'entre toutes, c'est l'autocensure. Des journalistes qui n'osent pas dire ou poursuivre une enquête parce que, oulala, ça c'est une censure terrible. Et je vais en parler d'ailleurs juste après, en parlant encore un peu de moi, pardon. Et puis il y a une autre censure qu'a évoqué un peu Michel. C'est ce que mon ami poète Bernard Noël, qui est mort il y a 1 an et demi, qualifiait de censure par saturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement tellement de sources d'informations entre ce qu'on appelait les grands médias, qui, moi, dans mon village, je veux dire, il arrive 1 exemplaire par jour du Monde. Et si je ne l'achète pas moi, il n'y a personne qui le prend. Il y a 1 exemplaire, une fois, de temps en temps, tous les 10 jours, de l'Humanité ou de la Croix. C'est tout. Par contre, il y a effectivement il y a des chaînes d'infos, télé continue,
il y a les réseaux sociaux sur lesquels il y a le meilleur et le pire. Et on a ce sentiment parfois effectivement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'infobésité. C'est-à-dire, on est submergé d'informations. C'est vrai. Et donc, le défi démocratique, c'est de parvenir, dans cette masse d'informations disponibles, à trier le bon grain de livret. De ce qui nous intéresse, de ce qui ne nous intéresse pas. Or, les fabricants de réseaux sociaux qui travaillent sur des techniques qui viennent, c'est quand même assez intéressant, du nazisme, travaillent très précisément sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'attention. C'est-à-dire comment capter l'attention. Et effectivement, les jeunes, les gamins qui sont toute leur journée sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, qui scrollent simplement, c'est défiler, 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 ils ont l'impression, c'est comme le gavage des oies, ils ont l'impression d'engranger plein d'informations, mais à l'arrivée, il ne reste rien. Et donc, dans toute cette masse d'informations qui peut nous arriver si on est sur Facebook, et encore une fois, moi je travaille aussi là-dessus, il y a des choses formidables à prendre, mais si on ne fait pas le tri, si on ne fait pas le choix, alors on se laisse facilement submerger, voire influencer par ce qu'on disait, la désinformation. Et là, il y a un travail, je pense, à envisager à l'école d'éducation aux médias. Ça n'existe pratiquement pas, de façon très marginale. Moi, quand j'étais au lycée, on avait un prof d'histoire qui était très bien. Je me souviens, en 73, il nous faisait beaucoup travailler sur des exposés collectifs. Et en 73, il nous avait demandé de faire notamment un exposé sur la première crise pétrolière. Donc, voilà, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on allait au CDI, regarder Le Figaro, Le Monde, La Croix, l'Humanité, et s'apercevoir que sur un même fait, une même information, eh ben, il y avait différentes manières de l'aborder. Et donc, le jugement critique, il se forme à partir de la confrontation, comme ça, de plusieurs sources. Mais, voilà, encore faut-il pouvoir les distinguer. Il y a un philosophe contemporain, toujours vivant, Jacques Rancière, qui est pourtant plutôt classé vraiment à l'ultra-gauche, on va dire, enfin, très à gauche en tout cas, qui dit cette chose vraiment très importante, sans distinction. Distinction, c'est là, les distinguer. Non, sans distinction, il n'y a pas de démocratie. C'est un titre de Bourdieu, distinction. Oui, mais Bourdieu, lui justement, la distinction, c'est plutôt quand il dénonce comment dire, la reproduction sociale des élites à travers. Donc, Bourdieu utilise ce mot de distinction quelque part pour le péjorativer, ou pour le dire non, mais la distinction c'est pas bien parce que c'est quelque chose, c'est une forme de reproduction sociale. Et je trouve très intéressant la façon dont en parle Rancière, parce que la capacité qu'on peut avoir les uns et les autres à distinguer ce qui est essentiel ou superflu. Après, on peut tous avoir besoin de superflu. Moi aussi, des fois, le soir, avant de me coucher, je regarde des stories Facebook, il y a des trucs ridicules, stupides, mais bon, ça m'amuse 10 minutes. On a tous besoin de s'amuser, ok. Mais en sachant que c'est du superflu. Et puis, distinguer le faux du vrai. Ah oui, l'autocensure. Le oulala. Si on sent qu'on touche sur un truc, un sujet sensible, etc. Oulala. Alors je passe mon chemin. Alors moi, j'ai eu cette expérience-là, très jeune. Premier boulot en sortant de mon école de journalisme. C'était dans un hebdomadaire à Montpellier qui existe toujours, qui a changé de nom, mais qui à l'époque s'appelait le Journal de Montpellier. Et bon, je m'occupais les faits divers, le rubrique universitaire. Comment? J'ai dit les chiens écrasés. Oui, mais vous croyez pas si bien dire. Les curés écrasés. Un des premiers articles que j'ai fait,
c'était, il y avait eu un fait divers, un curé écrasé, ou presque écrasé, dans l'arrière-pays de Montpellier, un curé qui avait été assassiné par un maçon portugais. Et en fait, l'histoire, c'était quoi? C'était que ce curé d'origine hollandaise était officiellement le prêtre exorciste pour tout le diocèse. Et que ce maçon portugais, qui avait eu un accident du travail, donc il boitait depuis, était persuadé d'être possédé par le diable. Et donc, il était allé voir ce prêtre, déjà 2 ou 3 fois, pour se faire désexorciser. Puis comme il boitait toujours, il en était arrivé à la conclusion logique que le curé était lui-même de mèche avec le diable. Et donc, il allait le tuer. Et c'était un des premiers articles que j'ai fait. Alors, c'est très drôle parce que il y avait eu déjà, évidemment, des articles dans le quotidien régional qui était Midi Libre. Donc, ils avaient raconté tout le truc. Ils avaient interviewé la gouvernante du curé. Bon. Donc, moi, le rédacteur en chef qui me demande un article là-dessus, qu'est-ce que... Alors, je suis allé quand même en voiture. Qu'est-ce que je vais pas aller embêter ces braves gens, ils ont déjà tout raconté, etc. Donc je suis rentré et en fait j'ai fait une nouvelle, quoi. J'ai inventé. Alors j'ai inventé, pas fake news, mais par exemple j'ai inventé que avant que l'assassin ne débarque, le dernier repas de ce prêtre exorciste qui était hollandais, ça avait dû être, alors j'avais mis au conditionnel, hein, parce que l'information je n'ai pas vérifiée, une soupe aux choux. Mais pourquoi ça vous fait rire? Enfin, c'est pas drôle, ce brave curé a été assassiné. Pourquoi une soupe aux choux? Les bataves. Oui, batave, mais pourquoi la soupe aux choux? Non, vous ne trouverez jamais. À la même époque, je lisais un roman magnifique de Heinrich Böll qui s'appelle La Grimace. Et dans ce roman, il raconte que dans les... comment on appelle ça, les écoles de prêtres, les séminaires, aux Pays-Bas, alors il force un peu sur la soupe aux choux. Pourquoi? Parce que le chou est censé réfréner la sensualité. Et alors, donc, j'avais fait tout un paragraphe là-dessus, sur la soupe aux choux. J'en savais rien, peut-être qu'il avait mangé des pâtes au lardon. Mais ça permettait de... C'est-à-dire que pour moi, voilà, écrire un article, c'est... Bien sûr, c'est raconter des faits, mais en même temps, c'est raconter une histoire. C'est parce qu'il n'y a pas de raison de laisser ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling aux puissances de la publicité, aujourd'hui de la politique, etc., etc. Non. Et le journalisme a perdu, je pense en grande partie, cette capacité à raconter des histoires. Mais bon, là on sort un peu du sujet. Quoique. Parce que même sur une enquête d'investigation, pour tenir le lecteur ou la lectrice en haleine, il faut que ça... Voilà, il faut qu'il y ait un côté un peu polar, quoi. Donc, oulala. Donc, j'étais dans ce journal où je venais de commencer, et je ne m'occupais pas des chiens, seulement des chiens écrasés, mais aussi de la rubrique universitaire. Et un jour, il y a trois étudiantes, 19-20 ans, qui viennent me voir au journal, puisque la rubrique universitaire, et qui demandent à me voir pour me raconter que leur professeur de droit fiscal a des pratiques un peu étranges au moment du passage de l'examen individuel, et que il fait rentrer les étudiants dans la pièce, ferme la porte à clé, et que pour avoir une note au-dessus de la moyenne, il y a certaines conditions. On était loin de MeToo, hein. 82. Alors, la question qui se pose à un journaliste à ce moment-là, c'est quoi? C'est de dire, d'abord, prudence. Est-ce que ces filles, elles ne viennent pas parce qu'elles ont eu une mauvaise note à leur examen de droit fiscal et qu'elles veulent se venger de leur professeur? Donc,
D'autant que je leur demande, je dis, mais si, bon, ok, moi je veux bien enquêter sur ce que vous me dites, mais si je sors l'article et que j'ai un procès en diffamation, est-ce que vous êtes prête, lors du procès, à témoigner? Même anonymement. Oh non, c'est compliqué, c'est... Bon, donc c'était mal parti quand même. Donc la première chose que je fais, c'est de demander au secrétariat de la fac de droit de m'envoyer les relevés de notes de différentes matières, parce que je ne voulais pas tout de suite pointer le droit fiscal. J'avais choisi 5 matières sur les 3 dernières années. Ce qui aurait pu prendre 3 mois ou ne jamais se faire. Heureusement, je connaissais un prof de droit à la fac de droit de Montpellier qui a, je lui avais raconté, il a fait accélérer la procédure, et quelques jours plus tard, je reçois ces relevés de notes, et là, je m'aperçois qu'effectivement, à l'examen de droit fiscal, sur 3 années, 95% des étudiantes ont eu 0. Donc, c'est le premier indice qui me fait dire, ah oui, sur 3 années. Donc il y a quand même quelque chose de... Et il n'y a pas du tout ça. Les étudiants, garçons, non, yes, non. Et donc j'appelle ce professeur, et je lui demande un rendez-vous pour faire une interview. Je lui dis, oui, parce que vous êtes une sommité presque mondiale en matière de droit fiscal. Donc j'aimerais beaucoup faire votre portrait dans le... Oh, il était flatté. Il m'a donné rendez-vous à la fac dans son bureau dès le lendemain. Et là, je lui dis, écoutez, on ne va pas perdre de temps. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant le droit fiscal, je ne connais pas grand-chose. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les conditions dans lesquelles vous faites passer les examens aux étudiantes. Et alors là, il devient, je ne sais pas, à la fois blême, cramoisi, enfin ça ne va pas ensemble, mais très nerveux. En tout cas, il dit, écoutez, je pense qu'on va mettre un terme à cet entretien. Hein. Je dis, bah, écoutez, oui, je pense que ça vaut mieux pour vous. Et puis je sors. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais là, j'ai eu j'ai dit, ok, s'il réagit comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Bon, après, comment mener l'enquête sur un sujet pareil? J'arrive à repérer 4 étudiantes qui ont eu l'année d'avant au-dessus de la moyenne. Elle refuse de me répondre. Évidemment, qui va avouer à un journaliste que pour avoir eu 14 en droit fiscal, elle a dû faire une fellation au prof? C'est pas glorieux. Et puis je continue comme ça, je dis, mais c'est quoi ces antécédents? Donc là, j'arrive à voir qu'avant il était à Nîmes, et puis il y a une rumeur qui traîne, donc j'appelle la gendarmerie de Nîmes. Ils me disent, oui, mais alors il faut que vous veniez parce que ça peut... Bon, alors j'y vais. Et là, je tombe sur 3 gendarmes qui me disent, écoutez, effectivement, la femme de monsieur, je vais vous dire son nom après, a effectivement disparu dans des conditions troublantes. Son corps n'a jamais été retrouvé, enfin elle n'a jamais été retrouvée. On a enquêté, on a l'intime conviction que monsieur a commandité le meurtre de sa femme, mais on n'a aucune preuve qui puisse nous permettre de l'inculper. Bon, donc à nouveau, il n'y a pas de preuve, à nouveau... mais je rentre en me disant, oui, bon d'accord, c'est sympathique personnage. Et puis, bah, je continue quand même. Voilà. Et puis, donc peut-être 8-10 jours après que j'ai commencé, débarque au journal, c'était à l'heure du repas, à l'heure du déjeuner, 3 types, genre skinhead. Heureusement, il y avait la standardiste secrétaire était restée, elle avait pris un sandwich, etc. Puis il y avait 2 autres journalistes qui étaient dans une salle de rédaction commune, donc il y a eu heureusement des témoins. Et donc ces 3 types me demandent, hein, et puis viennent se mettre devant mon bureau. Vous
enquêté sur monsieur M, on va dire pour le moment, sur monsieur M. Oui. Ils prennent, il y avait un marqueur, un gros marqueur noir sur mon bureau. Ils le prennent, ils dessinent une croix gammée sur le bureau et il dit si votre article sur monsieur M sort, vous êtes un homme mort. Bon. Un peu choqué quand même. Le rédacteur en chef rentre de son déjeuner, donc je lui raconte. La centraliste avait tout entendu, puis les deux journalistes qui étaient là aussi. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je continue l'enquête. Oh, il me dit, écoute, c'est quand même pas prudent, peut-être que c'est pas obligé. Je dis, comment ça, c'est pas obligé? Moi, j'ai commencé un truc, je vais jusqu'au bout. Mais quand même, donc je lui raconte ce que m'ont appris les gendarmes de Nîmes, etc. Je lui dis, je veux bien, quand même, je veux bien une protection policière. Il appelle devant moi le commissaire principal de Montpellier, qui s'appelait Fourès à l'époque, je me rappelle. Il dit, voilà, le commissaire dit, bon, je vous rappelle. Et puis la réponse tombe en fin d'après-midi, non, pas de protection policière, parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de... Et alors à nouveau, le rédacteur en chef me dit, bon, bah écoute Jean-Marc, là, quand même, c'est pas obligé, quoi. Je dis, attends, t'es journaliste, comment ça, c'est pas obligé? Là, il y a des indices qui commencent à montrer qu'il y a effectivement quelque chose, donc... je dis, oui, mais enfin, ben, ça fait rien. Et alors, donc je suis allé au bout de l'enquête, pour être sincère et honnête, je ne suis pas parano, mais ça a duré 15 jours. Pendant 15 jours, je ne suis jamais sorti tout seul du journal, et je n'ai jamais dormi 2 nuits de suite au même endroit. On ne sait jamais. Avec des oiseaux pareils, qu'est-ce qui peut arriver? Après, je vais venir à la question de journalistes assassinés. Pas en France, mais à l'époque, j'aurais été assassiné à l'époque, renversé bêtement par une voiture. Ça aurait été un accident de la route. Qui aurait su que j'enquêtais sur ce prof de droit fiscal? Et donc, je termine mon article, et là, je me suis glissé, avant de le publier, il donnait une fois par semaine un cours magistral à la fac de droit de Montpellier, donc je suis glissé par mes étudiants, je me suis mis au premier rang, je l'ai fixé. Ce jour-là, son cours n'a pas été très bon. Et à la fin du cours, je suis allé voir, je dis voilà, monsieur M, je vais dire qui c'est après. J'ai terminé mon article. Le voilà. Je vous laisse le temps de le lire. Si vous avez quoi que ce soit à dire ou à objecter, je peux encore changer une phrase, vous me dites. Et là, il prend, il dit ça va. Donc, je publie l'article. Ce prof de droit fiscal s'appelait toujours Jean-Claude Martinez. Il a été ensuite député européen du Front National. C'est chargé des amitiés franco-syriennes du Front National. C'est lui qui a organisé la rencontre entre Jean-Marie Le Pen et Assad. Ah, donc un personnage éminemment sympathique. Et je n'ai eu le fin mot de l'histoire que bien après. Parce que, à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas MeToo. Donc, moi, en tant que journaliste, si on dévoile une affaire comme ça, on ne peut pas soi-même porter plainte. Okay, on révèle une information, mais après, les seuls qui peuvent éventuellement porter plainte sont les étudiantes concernées et discriminées par la note qu'elles ont eue à l'examen, ou la fac de droit elle-même. J'ai eu le fin mot de l'histoire plus de 10 ans plus tard, par le nouveau doyen de la fac de droit, qui s'appelle Michel Niaille, qui était président du conseil d'administration du Festival Montpellier Danse. C'est comme ça qu'on s'est revu. Et je lui dis, mais Michel, cette histoire de... Ah, il me dit, écoute, je t'ai raconté. Et donc, à l'époque, mais quand ton article est paru, ça a fait un tremblement de terre. Mais la fac de droit, pourquoi la fac de droit n'a pas réagi officiellement? Parce que on avait peur que ça entache la réputation de la fac de droit. Donc, on a préféré laver le linge sale en famille. Martinez étant prof titulaire, la fac ne pouvait pas le virer comme ça, sauf
effectivement établir qu'il y avait une faute grave, qu'il avait, etc. Donc, ils ont simplement décidé qu'ils ne pouvaient plus faire passer les examens, lui, aux étudiants en général. Et puis après, il m'a dit, on ne pouvait pas le virer, que ça, donc on a cherché, ça nous a mis 3 ans avant de lui trouver un poste ailleurs, dans une fac privée. Mais comme l'affaire n'a jamais été rendue publique, au-delà de ce que moi j'avais publié à l'époque, il n'a en tout cas jamais été condamné, etc., si ça se trouve, il a continué les mêmes abjections dans cette fac privée. Mais enfin voilà, c'est la seule fois de ma vie, il y en a eu d'autres, où j'ai été effectivement menacé de mort. Je ne me prends pas pour autant pour un héros. Je n'ai fait que mon travail. En revanche, même maintenant, quand j'y repense, l'attitude du rédacteur en chef, qui me dit non, mais Jean-Marc, c'est pas obligé, je trouve ça minable. Parce que si on est journaliste et qu'on est sur le début, le sentiment qu'il y a une enquête à mener, qu'il y a une affaire, qu'il y a un méchant, ou une méchante aussi, à dégommer, etc. Si on s'arrête en chemin, on n'est pas journaliste. Mais aujourd'hui, il y a une bonne partie de la profession qui est... Enfin, souvent, je dis, je suis resté profondément amoureux du journalisme. Et souvent, je suis un amoureux déçu. Parce que, quand je vois... sur la question, peut-être on va pouvoir... Pardon, je parle trop. Hein, sur cette question des déportations d'enfants, comme l'a dit Michel, je veux dire, moi, les premiers articles que j'ai sortis, c'est début septembre. Personne n'en parlait dans la presse française. Même... J'étais le premier, même avant le New York Times, avant Associated Press, des agences de presse, des médias qui ont 10 000 fois plus de moyens que ce que moi je n'ai pas. Il a fallu attendre en France mi-novembre, et le fait qu'une association organise une conférence de presse pour qu'enfin des articles commencent à apparaître. Et maintenant, depuis qu'il y a eu le mandat d'arrêt international de la CPI, partout. 95% de ces articles reprennent les articles que j'ai publiés, les informations que j'ai dévoilées, qu'ils m'ont demandé, pour en parler après, un travail de dingue, personne ne cite la source. Donc, ça me vexe parce que je me dis, enfin, c'est pas une question d'ego. Il y a eu un travail d'investigation derrière, personne ne cite ce média. Pourquoi? C'est choquant quand même. Et je vois, il y en a eu un, notamment sur France 24. Alors, vraiment, c'est ce que j'appelle le journalisme copier-coller. La pote, il coupe un bout de ce que j'ai écrit, sans citer, un bout d'un rapport Amnesty International, un bout d'une dépêche AFP, et la journaliste signe l'article. Elle n'a rien fait. Ça lui a demandé 1 heure de copier-coller. Moi, qui ne parle pas russe, quand je passe des nuits à traduire ce que je peux choper sur la presse russe, sur ce travail-là, voilà, c'est un travail de journalisme. Moi, j'ai une question sur l'éducation aux médias et sur l'esprit critique. Oui. Par rapport à... je me souviens, ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes, le fait que, on ait eu une information, on va dire, pas tout à fait... assez déformée sur des chaînes comme BFM ou CNews, qui ont déclenché effectivement un sentiment de rejet chez les Gilets jaunes. Est-ce que ça n'a pas entraîné aussi, parce que d'un côté il y a une désinformation certainement, mais de l'autre côté une autre désinformation qui est celle de l'attrait pour des chaînes réputées réinformées, puisqu'il y en a qui s'appellent comme ça, le genre par exemple Spoutnik, RT, Russia Today, une série de médias comme ça qui ont publié des informations qui n'étaient pas plus véridiques, mais qui passaient pour, et qui font que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en train de lire la vraie information, parce que c'est celle qui ne passe pas sur BFM, c'est celle qui passe sur les réseaux sociaux. Et la question, c'est comment on fait pour lutter contre ça? C'est une très bonne question. D'abord sur le mouvement des Gilets jaunes, que moi j'ai soutenu. J'ai été Gilet jaune, j'ai fait... les humanités n'existaient pas à l'époque, mais j'ai publié sur d'autres supports. C'est quoi le fonds de commerce de BFM et des chaînes d'infos en continu? C'est d'arriver à faire suffisamment peur dans les chaumières
pour que les chaumières continuent à garder la télé allumée. Moi, je ne dis même pas que BFM est aux ordres du pouvoir, j'en sais rien. C'est-à-dire que c'est de créer la peur. La peur, c'est un très bon outil de marketing pour les médias. Bon. Alors c'est vrai. Et j'entendais récemment, il y avait un reportage justement sur RT, cette chaîne pro-russe. Pourquoi RT a donné tellement d'importance au mouvement des Gilets jaunes? C'est qu'ils avaient très peu de moyens, que ce qui n'est pas compliqué, ce qui ne coûte pas d'argent pour une chaîne de télé, c'est d'inviter des gens en plateau. Voilà, on fait du direct, etc., avec des gens en plateau, pas besoin de faire des reportages, etc. Donc effectivement, comme les Gilets jaunes, n'étaient pas invités dans les grands médias, qui montraient principalement les images de violence pour faire peur, RT est devenu un peu la chaîne des Gilets jaunes. Mais il faut quand même rappeler que quelques-uns des plus beaux reportages sur le mouvement des Gilets jaunes sont parus dans Le Monde sous la plume de Florence Aubenas. Et que c'est du vrai journalisme d'investigation de terrain. Le journalisme d'investigation, c'est pas forcément celui qui va aller débusquer l'information cachée, comme dit le prof de droit fiscal d'extrême droite, qui se fait par les étudiants. C'est un journalisme de terrain, etc. Donc, Le Monde, qui est un journal, on va dire que c'est un journal qui est à la solde du pouvoir. Le Monde est même s'il y a dans le capital du Monde Xavier Niel, etc., c'est un journal où la Société des rédacteurs a gardé droit de contrôle et de veto. Et même si on prend un journal comme Le Parisien, qui appartient aujourd'hui à Bernard Arnault, est-ce que vous imaginez que Bernard Arnault, il passe ses journées à surveiller ce qui est écrit dans Le Parisien et le soir à passer au marbre, on ne dit plus comme ça, pour voir qu'est-ce qui va être... Non. Bernard Arnault, il a racheté Le Parisien parce que ça lui donne une surface de respectabilité vis-à-vis du pouvoir, que patati, il n'en a même pas besoin. Mais il peut y avoir... Alors, certes, il n'y aura pas, dans Le Parisien, il n'y aura pas une critique élogieuse du documentaire de Ruffin. Et encore, pourquoi pas? On ne sait pas. C'est-à-dire que là, c'est plus les journalistes qui vont s'abstenir. Parce que, oula, si on publie quelque chose de bien sur ce film, le patron va nous tomber sur le paletot. C'est une autocensure. Je ne suis même pas sûr que Bernard Arnault, qui n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur par ailleurs, voilà, il contrôle. Et ça. Donc, ok, je suis le premier à me scandaliser qu'en France, par exemple, les grands médias appartiennent à quelques millionnaires ou milliardaires. Il y a une explication historique à ça. C'est qu'en France, par rapport à d'autres pays européens, spontanément à la Grande-Bretagne ou même en Espagne, les quotidiens étaient sous-capitalisés. Donc au moment où il a fallu faire la transition, la bascule du plomb à l'offset, puis de l'offset au numérique, ils n'avaient pas suffisamment de ressources bancaires, de liquidités pour faire cette transition. Et donc ils sont allés chercher des moyens là où il y en avait chez les investisseurs. Bon. Mais en même temps, voilà, on est quand même dans alors oui, il y a Le Parisien, que moi je le lis, parfois c'est très bon. Il y a toute la presse régionale, qui est quand même, je ne sais pas ce que c'est ici le Courrier Picard, mais moi, dans ce que j'appelle mon Amazonie picarde, le quotidien régional, c'est l'Union. Et ben c'est un très bon quotidien régional. Ça appartient au groupe Voix du Nord. Moi, c'est pareil, c'est le même groupe avec Ouais. Et ben l'Union, alors je sais pas, l'Union, en tout cas, il y a 2 femmes, une directrice et une rédactrice en chef, qui ont une 40aine d'années, et franchement, y compris sur Internet, c'est un très bon quotidien régional. Et qui ne défend pas, il y a des éditos parfois qui sont contre Macron, etc. Qui sont, bon, et puis il y a pas que Le Parisien, il y a aussi Mediapart, il y a aussi Reporter, il y a aussi Les Humanités, il y a aussi d'autres... Voilà, donc on est quand même dans une forme de diversité de la presse qui
Mais j'ai pas répondu à la question, je crois. Ah bon. Mais ce qui est important, pardon, je ne veux pas vous culpabiliser, enfin pas vous, mais je vois depuis que j'ai créé les Humanités, j'ai quand même du mal, y compris avec mes amis Facebook que je ne connais pas, à faire comprendre deux choses. Un, que le journalisme est un métier. Et que c'est pas la même chose. Pourquoi j'aurais pu faire... enfin non, je ne l'aurais pas fait, mais quand j'ai créé ce site, j'aurais pu dire oh, c'est mon blog personnel. Et même si, encore aujourd'hui, je fais pratiquement tout à 75 ou 80%, si on me dit ah, les Humanités, c'est le blog de Jean-Marc... Non, c'est un média, il y a d'autres personnes qui écrivent, il y a... voilà, Et deux, c'est le fait que l'information a une valeur. Et si elle a une valeur, elle a un prix. Et là, effectivement, les réseaux sociaux, les gratuits, nous ont tellement finalement accoutumés à la gratuité. On a l'impression que si on est juste sur Facebook, je ne sais pas quoi, on peut... la télé, on a déjà tout ce qu'il faut. On en a bien assez comme ça. Donc pourquoi on va aller payer un abonnement, en plus, à Mediapart, au Monde, à l'Humanité ou à la Croix, par exemple. Et ça, jusqu'à présent, je n'y suis pas arrivé. C'est-à-dire qu'il y a 170 personnes qui se sont abonnées aux Humanités. J'ai voulu dès le début que ça soit que le site soit entièrement gratuit d'accès. Pourquoi? Pour que quelqu'un qui soit au RSA, comme je l'ai été moi pendant 3 ans, parce que j'étais totalement censuré partout, donc voilà, ou quelqu'un qui soit au Burkina Faso ou je ne sais pas où, qui n'a pas les moyens de payer un abonnement, puisse avoir ce droit à l'information. Et ça, je ne dérogerai pas là-dessus. Mais en même temps, voilà, la gratuité, elle a un coût. Et donc, il faut que chacun se responsabilise pour dire, bah oui, après, on ne peut pas tout soutenir, être abonné à tout, etc. Mais que chacune dise au moins, voilà, je m'abonne au moins à un média. Mediapart, ça coûte, je crois, 11 € par mois. Les Humanités, c'est même pas obligé, c'est 5 € par mois. Reporter, on donne ce qu'on veut, pareil. Donc, voilà, mais qu'on se dise au moins, voilà, ça c'est une manière que chacun peut avoir de participer modestement, et c'est la part du colibri, à une exigence démocratique, qui est celle d'une information fiable, vérifiée, courageuse, indépendante. Juste, je repasse le micro après derrière. Juste une remarque, c'est que par exemple dans la grande presse quotidienne internationale, il y a un journal qui le fait, c'est le Guardian, qui n'importe qui peut consulter absolument tous les articles sans aucune limite, et qui par ailleurs propose un abonnement à des prix échelonnés et qui ne sont pas du tout des prix prohibitifs, avec une qualité d'information qui est quand même extraordinaire. Moi, j'aimerais bien qu'on ait la même qualité dans la presse quotidienne nationale que dans le Guardian. Pour moi, il y a alors notamment par rapport à Internet, hein, puisque il y a 3 journaux, aujourd'hui 4, on va dire, avec une agence de presse, qui font absolument référence sur ce qu'on peut faire sur Internet. Internet, c'est clair, c'est une chance. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de machin, etc. S'il n'y avait pas Internet, avec Wikipédia et autres, on a accès à la bibliothèque mondiale. Ouais. Après, il faut savoir, voilà, apprendre à se guider, etc. Mais les médias français sont, je ne vais pas être excessif, j'allais dire nuls, sont très mauvais sur Internet. C'est-à-dire que, et effectivement, moi, mes modèles, mes références, c'est The Guardian, The New York Times, qui a une édition. Alors, il faut être abonné, c'est vrai. Mais enfin, si quelqu'un veut consulter le New York Times,
parlerai. Michel Amandin-Respel, vous me demandez, je communique volontiers mes identifiants, mots de passe pour que... Voilà. Et puis il y a un journal, curieusement, latino-américain, je suis hispanophone, ça facilite, colombien, El Espectador, qui est... mais génial. C'est quoi la différence entre le journal que vous achetez éventuellement en kiosque et Internet? Et par exemple, sur le New York Times, ils ont fait des enquêtes sur l'Ukraine notamment, c'est eux qui ont documenté sur le massacre de Boutcha, avec des images satellites, des choses, etc., montrer qu'effectivement, il y avait une implication des soldats russes. Ça, c'est des choses que... Alors, moi, j'essaie modestement de le faire avec les humanités, et modestement, je peux dire que j'ai l'impression qu'on est le seul média à le faire en France. Bon, je ne voulais pas de PowerPoint, etc., mais si vous allez voir je sais pas, pratiquement sur chaque article, je fais l'effort d'aller chercher est-ce qu'il y a un complément d'information, c'est-à-dire un article sur tel point, si vous voulez approfondir tel point, que vous pouvez aller consulter, une vidéo, un podcast, que des choses gratuites. Si ce n'est pas gratuit, je paye, je prends un abonnement, je copie, je mets un PDF. Pour que, voilà. Et ça, cette faculté qu'on a avec Internet d'enrichir l'information, si vous regardez le site du Monde, par exemple, parfois il y a des liens hypertextes, mais sinon, ils mettent juste des rappels dans les articles qu'ils mettent en ligne sur des articles précédemment publiés sur Le Monde. C'est-à-dire qu'il y a eu un article intéressant paru dans la revue Nature ou sur les humanités ou sur... Non, ça, ils mettent pas. Alors que on a, avec Internet, cette chance voilà, à partir d'une information, de dire, ah bah tiens, je vais aller voir là, ça a l'air, ouais, et puis ça m'intéresse, je vais en apprendre un peu plus. Moi, je mets les liens, c'est un travail énorme, hein, pas les liens, c'est un travail énorme. Et je le fais pour je me dis, ça va concerner 5 personnes. Mais 5 personnes, déjà, c'est énorme. Moi, je me rappelle quand je vois beaucoup d'entre nous, à quelques exceptions près, on a à peu près le même âge. Et donc, vous avez dû connaître une émission sur France Inter, parce que moi, la radio, c'était pareil, c'était le week-end, qui s'appelait L'Oreille en coin. Jean Amadou, etc. Est-ce que vous vous rappelez des émissions de Paula Jacques? Moi, j'étais amoureux de Paula Jacques. Elle a une voix extraordinaire. Bon, elle a été complètement censurée à la radio publique parce qu'elle a eu une histoire avec un militant d'Action Directe. Donc, on l'a mis à l'écart. Mais Paula Jacques, je me souviens très bien, donc je crois que je passais le bac, donc peut-être 78, 79. Un jour, elle dit comme ça, elle dit, écoutez, c'était le moment où on commençait à parler d'audimat. Elle disait, écoutez, là... donc elle parlait de ça, puis elle disait, là, au moment où je commence cette émission, j'ai aucune idée de combien vous êtes à l'écouter. Est-ce que vous êtes 10, 100, 10 000, 1 million, je ne sais pas. Mais si parmi vous, il y a au moins une personne qui a l'impression, en ouvrant son transistor, d'ouvrir la fenêtre, alors ce que je fais a une raison d'être. Et moi, là, j'étais là derrière mon transistor. Oui, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà. Donc, des fois, enfin voilà, ce travail d'aller chercher des liens, de pouvoir offrir aux lecteurs qui le souhaitent. Enfin, il n'y a rien d'obligé. Ah oui, tiens, là, j'ai envie de... Il y a un rapport de Human Rights Watch qui fait 80 pages en anglais. De le mettre en PDF s'il y a quelqu'un que ça peut intéresser, de le lire, puis traduire aujourd'hui avec certains outils. Google Trad n'est pas très bon. Mais il y a d'autres outils gratuits comme Reverso ou DeepL qui est beaucoup mieux. Tout le travail que j'ai fait sur la presse russe, c'est avec DeepL, par exemple. J'ai choisi un abonnement professionnel parce que pour 20 € par mois, je peux traduire des documents entiers et ça facilite quand même un peu la tâche. Mais aujourd'hui, on peut traduire, et ça, c'est quand même aussi... voilà, on est à l'ère de Babel, quoi. On peut traduire dans presque toutes les langues des articles. Donc il faut se saisir aussi de cette chance-là. Ma question va être un peu décalée puisque je voudrais revenir sur la question qui a été posée par Michel. Bien.
Elle a insisté effectivement sur le fait qu'au moment du mouvement des Gilets jaunes, on a vu un grand discrédit de la presse en général, à tel point que les journalistes étaient refusés pratiquement par les Gilets jaunes. Or, on sait qu'en France, vous l'avez insisté, il y a quand même de bonnes presses, il y a quand même de bons médias, etc. Comment expliquer qu'on en est arrivé à ce niveau-là? Voilà. Pourquoi, effectivement, il y a eu ce rejet en général des journalistes, qui ont été parfois repoussés de manière assez violente, on l'a vu, par les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une sacrée question. Il faut se méfier du en général. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois que je suis allé sur les ronds-points à Château-Thierry ou Soissons, j'ai pas dissimulé, j'ai pas caché que j'étais journaliste. Ça s'est très bien passé à chaque fois. Donc, il y a eu 2-3 cas de journalistes qui ont été pris à partie par des Gilets jaunes, et ça tourne en boucle après sur BFM, etc. Donc ça reste comme les Gilets jaunes sont contre les journalistes. Non. Après, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin, mais pas dans mon whisky. Il est vrai qu'il y a eu une partie du mouvement Gilets jaunes qui était anti-élite en général. Et que les journalistes, quand on ne connaît pas bien, peuvent sembler faire partie de l'élite. Ok? Donc, oui, ça a dépeint à certains endroits sur une partie infime du mouvement Gilets jaunes. Mais moi, encore une fois, j'ai pas constaté, quand je suis allé sur les ronds-points à Château-Thierry ou à Soissons, où je me présentais ouvertement comme journaliste, j'avais pas peur d'avoir été confronté à une sensation un truc de rejet ou tout ça. Donc, voilà, en général, est-ce que, je comprends, hein, mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas été victime d'une certaine manière de ce que, de la manière dont ça a été rapporté et amplifié par certains médias? Et, vous savez, je parlais tout à l'heure de mon ami, qui est mort maintenant, hélas, qui était Picard, lui aussi. Saint-Terme-Outre et Ramecourt. Bernard Noël. Bernard Noël parlait, il a inventé un terme magnifique, la censure. Mais la censure avec un S. C'est-à-dire la censure du sens. Et ça, c'est la pire des censures. Et Bernard, une fois, on discutait comme ça, dans un livre, je sais plus quel... c'est un livre, je crois, qui s'appelle La castration mentale. Il parle de la dictature du visuel. Moi, j'aime pas la télé. Mais il y a parfois sur Arte, sur la 5, et même sur BFM, des fois, il y a des documentaires, très bien. Mais j'aime pas la télé. Parce que le visuel, c'est-à-dire que vous voyez, regardez, par les Gilets jaunes, Sainte-Soline. Moi, j'ai pas dormi la nuit de samedi à dimanche, mon fils y était. Il n'a pas pris son portable, pas de télévision, j'avais pas de nouvelles, je ne savais pas, quand j'ai vu, 200 manifestants. Pas, alors, voilà, la préfecture, 7 manifestants blessés, 49 gendarmes blessés. Vous avez entendu quoi pendant tout le week-end sur les... de France Info, les chaînes d'info en continu, avec des images très spectaculaires. La guerre, c'est toujours spectaculaire qu'on peut la filmer. Les Rambo en quad qui tirent. Hein. Tout le monde a vu ça. Non? Moi, j'ai pas la télé, heureusement. Donc je regardais, j'avais 2-3 fils en même temps. Le fil info de France Info, mais écrit. Le fil info des soulèvements de la Terre. Et le compte Twitter d'une toute jeune journaliste de France Info qui a admirablement suivi ce qui se passait tout le week-end. En tout cas samedi. Mais ce que les gens retiennent, et c'est ça que le gouvernement cherchait, c'est de fabriquer une image de violence pour dissuader même la poursuite du mouvement contre la réforme des retraites. C'est ce qu'on appelle de la manipulation. C'est de la manipulation, bien sûr. Et là, mais c'est pas forcément ce que je veux dire. C'est pas forcément que la direction de BFM Télé, elle est complètement assujettie à Macron. C'est que, à un moment donné, les seules images qui sortent et les premières, c'est celle-là. Et c'est ce que j'appelle la dictature du visuel. C'est-à-dire que l'image,
Ouais, parce qu'en fait, si vous regardez, amusez-vous un jour. Tiens, on va faire ça. Amusez-vous un jour. On va faire un petit test. Dans cette audience, cette assemblée, levez le doigt. Qui regarde la télé? Non, en général, qui? Bon, ça fait quand même une forte majorité. Non? Donc, un jour, faites l'essai de regarder un journal télévisé, que ce soit TF1, la 2, la 3, même Arte, BFM pendant 10 minutes, et d'abord vous coupez le son, juste l'image, et vous allez vous apercevoir en fait à quel point, totalement paradoxal, je parle des informations, hein, à quel point l'information télévisée est pauvre en images. Parce qu'admettons, on va faire une performance. Regardez. Quel est votre prénom? Isabelle. Isabelle. Fermez les yeux. Ne craignez rien. C'est pas marseillaise. Je vous étrangle. Je tue Isabelle. Isabelle ne s'en remet pas. Elle est morte en pleine conférence. Mais est-ce que les télés sont... Je détruis l'image. Est-ce que les télés sont là? Non. Par contre, à Amiens, dans un truc gauchiste, liberté populaire, un conférencier anarchiste incontrôlable a étranglé une participante. De droite. De droite. En plus. Vous imaginez, je fais la une de BFM ce soir. Ta réussite. Oui. Alors, mais il n'y a pas d'image. Les télés, elles arrivent après. Donc, regardez un jour un journal télévisé, quel qu'il soit. D'abord, vous coupez le son. OK? Et après, vous faites le même exercice. C'est plus compliqué. Vous coupez l'image. Et là, vous vous rendez compte de tout ce qu'ils nous font gaver par les commentaires, qu'on n'entend pas parce qu'on est fasciné par l'image. Et en fait, c'est ça qui reste. Mais franchement, faites l'expérience, un jour. Regardez le journal de TF1 ou de la 2, peu importe. D'abord, vous coupez le son, vous n'avez que l'image, mais il n'y a rien en image. Donc, tout l'art du présentateur ou de la présentatrice, c'est de meubler ce manque. Ouais, là, tout est là. On a parlé. Michel a évoqué le problème tout à l'heure, en fait, sur la formation des journalistes, aussi les écoles de journalisme. Voilà, enfin, je veux dire, c'est formaté, tout est aussi formaté, enfin, depuis des années aussi. Quel sens critique ils ont, enfin, quelle liberté ils ont, enfin, qu'est-ce qu'on leur offre aussi? C'est pas une question de liberté, c'est pas une question de... Je pense que c'était pas mieux à l'époque où moi j'ai fait cette école de journalisme. Je pense que, encore une fois, un de mes livres favoris, c'est Paul Lafargue, Le droit à la paresse. Okay, mais je pense que le problème principal du journalisme aujourd'hui, c'est la paresse. C'est-à-dire... mais j'ai rien contre être... Je suis aussi sur Twitter, je suis aussi sur Facebook, je suis aussi sur... Même sur Facebook, tiens, on va faire un autre... dans cette noble assemblée, sauf Isabelle qui est de droite, qui ici est sur Facebook. Une petite minorité. Ah oui. Bon. Sur Facebook, il y a des gens qui publient ou pas. Il y a des gens qui... Moi, je publie pas mal sur Facebook, en plus de ce que je publie en tant que journaliste sur les humanités, mais même ce que je fais sur Facebook, pour moi, il y a un terme qui est je ne veux pas dire sacré parce que je suis athée, donc il y a un terme divin, voilà. Éditorialisé. C'est-à-dire, même si on publie quelque chose sur Facebook, même si c'est une photo de son chat, de sa chienne, comment on l'éditorialise? Le nombre de gens qui sur Facebook se contentent de « je partage un lien », sans rien dire. Pour moi, c'est pas sérieux. Et des fois, je reçois en plus
une des fonctions de Facebook, Messenger. Il y a plein de gens qui m'envoient juste un lien vidéo vers un truc, ou un lien. Mais si on ne me dit pas en 2 mots, j'ai pas besoin d'un roman, ce dont ça parle, je n'ouvre pas. Parce que les gens n'ont pas fait l'effort voilà, au moins de dire de quoi ça parle pour m'inciter à ouvrir effectivement ce lien ou cette vidéo, etc. On ne parle pas des alertes là. Ça me paraît facile quand même d'être journaliste, après lorsque vous en parlez, par rapport à la télévision, tout ça, mais est-ce qu'il y a aussi une déontologie du métier, comme dans toutes les professions? Donc, alors si tout le monde peut, comme ça, essayer d'informer, c'est de la désinformation à tous les étages, et la déontologie dans ce cas-là? Alors, d'abord, les journalistes ne sont pas forcément les premiers à respecter la déontologie du métier. Secondo, le journalisme, avant d'être un métier, est une fonction. Donc, moi, je crois beaucoup aux vertus d'un journalisme citoyen. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi j'ai beaucoup relayé au moment où il y a eu les 2 jours de révolte en Géorgie contre le projet de loi qui voulait qualifier des médias ou des ONG d'agents de l'étranger. Eh bien, alors, ça, c'est Twitter, plutôt, mais sur Twitter, il y a un tas de gens qui postent des vidéos ou des informations qui ne sont pas du tout journalistes. Mais c'est ce que j'appelle un journalisme citoyen. C'est-à-dire que, et ça, c'est quand même une chance démocratique des réseaux sociaux, c'est-à-dire que si vous êtes témoin, demain, de quelque chose qui n'est pas normal, d'une violence policière, d'une injustice, quelle qu'elle soit, etc., que vous la posez, eh bien, de fait, vous faites du journalisme. Pour moi. Après, il faut effectivement des rédactions qui sachent, comme je disais au début, faire trier le bon grain de livret et de dire... Alors en plus, maintenant, attention, on est face à un danger extraordinaire. J'ai fait un édito il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est-à-dire les humanités, c'est pas mauvais comme média. Non, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, je peux demander à l'intelligence artificielle, montre-moi la scène du crime quand j'ai étranglé Isabelle. Et l'intelligence artificielle va faire une photo extrêmement réaliste du moment où, précisément, j'ai étranglé Isabelle. Ok? Et ça va se retrouver, si on ne fait pas attention, sur BFM, sur tous les médias, sur les réseaux sociaux le lendemain. Et là, moi déjà, je passe beaucoup de temps dans toutes ces informations que j'ai pu, notamment sur les histoires de déportation d'enfants, il y a des choses que je n'ai pas publiées parce que je n'avais pas la vérification de la source. Okay, et qu'en période de guerre, la propagande, elle peut être russe, mais elle peut être aussi ukrainienne, etc. Donc, je tiens à publier des informations que j'ai pu vérifier. Même lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui journalisme en source ouverte. Mais si demain il y a une image comme ça qui fabriquée par l'image artificielle, qui est diffusée comme une traînée de poudre, c'est tellement réaliste, tellement vrai. Qui va prendre le temps de vérifier que c'est bien une image réelle, une photographie, et pas une image fabriquée par l'intelligence artificielle? Donc là, je préfère vous prévenir, on n'a encore rien vu en matière de fake news. C'est très simple, hein, il y a des sites maintenant où en une demi-heure, vous avez... Mais j'ai l'art de ne pas répondre aux questions. Hein, La censure, ça aussi. Tais-toi de droite, femme de droite. Bonsoir. Alors nous avons eu différentes versions à travers ce que vous nous avez dit du métier de journaliste. Il y a celui qui crée une information par une enquête et en remontant petit à petit le fil de laine qu'il est en train de tirer, la pelote se délite
et on voit aussi d'autres fils apparaître comme lors de votre première enquête. Il y a la pléthore d'informations dans laquelle on peut aussi faire son chemin, construire l'information au jour le jour et dans la continuité. Il y a l'investigation, et tous ces éléments-là, ça demande du travail, un certain métier, un acharnement à accomplir cela. Et donc ça, c'est ce qui fait vraiment le cœur du métier. Et à côté de ça, il y a dans les médias, comme vous l'avez dit, y compris dans les chaînes de télévision, des gens qui se présentent comme journalistes, mais qui ne font que du relais d'information et surtout du commentaire. Or, le point de vue, la question du point de vue est certainement important dans le métier de journaliste, mais si on veut informer les gens et qu'on veut les amener à réfléchir, il n'est pas important qu'ils incorporent tout le temps leur point de vue comme étant le point de vue dominant. Donc que pourriez-vous dire par rapport à ça? Répétez la toute dernière fois parce que j'ai pas bien entendu. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'ils donnent leur point de vue comme étant le point de vue dominant à avoir pour les personnes qui reçoivent cette information? Donc en gros, le point de vue, leur point de vue devient le point de vue de tous. Or, c'est un tort. Or, le journaliste doit amener à réfléchir, n'est-ce pas? Le danger, c'est que quand vous dites point de vue, si c'est affiché et affirmé comme un point de vue, moi ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que je sais que je ne vais pas lire forcément les mêmes articles dans l'Humanité et la Croix, dans le Figaro. Le problème, c'est que le point de vue, ce que vous appelez point de vue, n'est pas forcément affiché comme point de vue. Moi, à titre personnel, depuis que j'ai commencé mes études de journalisme, je n'ai jamais cru du tout un quart de seconde à l'objectivité. On n'est pas objectif. Concernant l'Ukraine, dès le 24 février, j'ai pris un parti qui est de dire il y a un pays agresseur et un pays agressé. Quelles que puissent être les réserves que j'ai par ailleurs sur l'OTAN, sur les États-Unis, etc., ça, j'en parlerai plus tard, mais là, ça c'est mon point de vue. Et je ne l'ai jamais caché. Donc, à partir du moment où les choses sont... je ne vais pas dire clair, parce que j'aime pas ce mot clair. Pourquoi? Parce que je m'appelle Adolphe. Et je n'ai pas fait exprès. Et que Goebbels, que chacun connaît, disait être allemand, c'est être clair. Donc je me sens plus Touareg ou Navajo que allemand, de ce point de vue. Mais être clair, c'est beaucoup demandé. Mais être honnête. Donc, voilà, c'est dire, comme on disait autrefois, de là d'où on parle. C'est-à-dire, c'est quoi voilà, c'est pas obscène d'avoir un point de vue et de le défendre. Ce qui est obscène, c'est de ne pas reconnaître qu'on a un point de vue qui est peut-être même pas le sien personnel intimement, mais que celui du média ou de la dictature du visuel dont je parlais, qui parle à notre place. C'est ça le problème. Donc, mais là encore, je réponds pas, je réécouterai parce que je réponds pas à votre question, qui est une très bonne question, parce que vous parlez en effet aussi de pléthore, de désinformation, il y avait beaucoup de choses à dire. Juste une chose sur peut-être la question de l'investigation. Parce qu'effectivement, c'est du boulot. C'est-à-dire que quand on veut... Je vais vous raconter qu'est-ce qui fait que, ne connaissant avant le 24 février 2022, strictement rien à l'Ukraine, ne connaissant pas grand-chose au monde slave, ne parlant pas russe, j'ai été effectivement, j'aime pas me vanter, mais quand même là je peux le faire, le journaliste premier, avant même le New York Times, avant même Associated Press, a parlé et a publié un article sur Maria Lvova-Belova, qui est la principale architecte de ces déportations d'enfants ukrainiens en Russie,
et qui aujourd'hui est avec Vladimir Vladimirovitch Poutinovitch, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Comment c'est possible? Je vous raconte. C'est exclusif. Je l'ai encore jamais raconté parce que... La curiosité n'a pas de frontières. Donc, 24 février, je crois. Voilà. Comme tout le monde. Qui pensait sincèrement que la Russie allait effectivement, au-delà des rodomontades, etc., envahir l'Ukraine? Qui pensait qu'en début du XXe siècle, on aurait une guerre comme celle qu'on connaît aujourd'hui? Moi-même, sur Facebook, j'ai regardé, j'ai publié une semaine avant, on dit non, mais attends, Poutine, là, c'est du bluff, comme d'habitude. Bon, donc, je fais partie de ceux qui n'y croyaient pas. Et puis, bon, voilà, 24 février, la stupeur. La stupeur, et en tant que journaliste, entre guillemets, rédacteur en chef des Humanités, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter là-dessus? Moi, je connais rien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter que les autres, qu'on ne va pas trouver sur les autres grands médias qui ont tous les moyens à leur disposition? Et puis en fait, assez vite, je commence à trouver des choses. Pas que ça a été censuré, je suis pas... mais parce qu'il y a tellement d'informations, qu'il y a des informations qui pour moi semblent importantes, mais qui passent sous les radars de la grande information. Tout le monde est focalisé sur l'aspect militaire, mais par exemple, qui va s'intéresser à la destruction des œuvres de Maria Primachenko, immense artiste ukrainienne, admirée en son temps par Picasso, ça? Non, ça passe sous les radars. Donc moi, je repère ça. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Et puis, avec certains traducteurs automatiques, comme Reverso ou DeepL, je m'aperçois que je peux traduire de l'ukrainien ou du russe des articles. Bon. Début avril, au moment où l'actualité est à Mariupol, on commence à... Enfin, je dis, mais Mariupol, donc j'étais le premier là aussi à parler dans la presse française des camps de filtration par lesquels sont passés les gens de Mariupol qui ne sont pas morts sous les bombardements, mais qui ont été évacués par les forces russes, qui leur faisaient croire à des couloirs humanitaires, puis au fond, on leur disait non, un couloir humanitaire, il va obligatoirement vers la Russie, puis au passage, il y a des camps de filtration pour trier les gens. Bon. Et début avril, on lit dans la presse, ou un peu partout, qu'il y aurait 2,5 millions de Russes qui auraient trouvé refuge, 2,5 millions d'Ukrainiens qui auraient trouvé refuge en Russie. Bon. Et là, ouais, là où le journaliste parle, c'est qu'on a tous vu, dès le début, des réfugiés ukrainiens venir en Pologne, puis en Europe, etc. On a vu les images de queues à la frontière, etc. Vous avez déjà vu des images de queues à la frontière entre l'Ukraine et la Russie? Donc moi, 2,5 millions de personnes, le premier truc, c'est que je me dis, mais ils sont où ces gens? C'est une question bête, hein? Ils sont où ces gens? Comment je fais pour trouver ces 2,5 millions de personnes? À votre avis? Les réseaux sociaux? Non. Aller sur place, je n'avais pas les moyens, c'était un peu risqué. Télégramme? Non. Non. Les journaux là. Non, il n'y a pas de... La télévision russe? Non. Avant la télévision russe. Les webcams? Non. Vous dites, voilà, vous êtes rédacteur en chef ou rédacteur en chef des Humanités. Et il y a 2,5 millions de personnes ukrainiennes qui sont passées en Russie. Comment je fais pour les retrouver? Je n'ai pas de correspondant sur place. Je ne suis pas sur place. Comment je fais? Cette information. La Croix-Rouge, non? Non. Mais d'où l'information déjà? Elle venait d'où l'information?
De l'ONU, enfin, le fait qu'il y ait 2,5 millions de personnes russes, ukrainiens en Russie, c'était partout. Hein, on ne savait pas où ça s'était devenu. Non, tout le monde disait, voilà, il y a 2,5 millions d'Ukrainiens en Russie, point barre. Et l'info, elle venait de la Russie ou comment? Ça venait de la Russie, c'était repris par l'ONU, c'était par... Question à une ambassade. Hein? Question à l'ambassade. Non. L'info, vous l'avez vue de Russie ou bien d'Ukraine ou d'ailleurs? Non, l'info qu'il y avait 2,5 millions d'Ukrainiens en Russe début avril, c'était partout. Je vous dis, c'était repris par les médias, par le monde. Voilà, il y a le fait que vous l'avez faite à partir de la Russie ou bien de... Quoi? L'investigation que vous avez faite par rapport où étaient partis ces... Ah ben c'est la question que je vous pose. Je donne un cours de journaliste. Comment vous faites? Vous lisez dans toute la presse sur l'ONU, etc., qu'il y a 2,5 millions d'Ukrainiens en Russie début avril, et vous dites, ben, ils sont où ces gens? Et vous faites quoi pour les retrouver? Moi, je vais sur le V-Contact, le Facebook russe. Vous parlez russe? Non, mais comme vous l'avez dit, il y a Google Translate. Voilà. Bon, puis j'ai trouvé quelqu'un qui parle un peu russe ou qui saura m'aider. Non. Non. J'ai pas le temps de faire tout ça, donc j'ai hâte de les retrouver, ces gens, donc j'ai pas le temps de faire des contacts. Les familles, tout ça, non, on ne peut pas Non. Les autres existent. Est-ce qu'il existe, ces gens-là? Est-ce que vraiment ils existent? Excellente question, c'est une des questions que je me pose. Est-ce qu'ils existent vraiment? Je suis persuadé aujourd'hui encore que, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de 2,5 millions, on parle de 6,5 millions. Oui, est-ce que ça correspond aux effets? Est-ce qu'ils existent vraiment? En tout cas, je suis persuadé que la Russie bidonne complètement ces chiffres et qu'il y a des gens, mais beaucoup moins que ça. Est-ce que ça correspond aux effectifs des populations du Donbass? Alors, bonne question. Tu vérifies les sources, tu dis, mais attends, à Mariupol, il y avait 100 000 habitants. Ben, ça ne fait pas 2,5 millions. Donc, ils viennent d'où les autres? Tu vois, Kherson, à l'époque, c'était pas... Donc déjà, tu dis, bon, les chiffres paraissent un peu gonflés. Tout de suite, je me dis, les chiffres paraissent un peu gonflés. Parce qu'aucun des médias qui a repris le chiffre de 2,5 millions d'Ukrainiens en Russie n'a... Voilà. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Comment on fait quand on est un journaliste tout seul dans son Amazonie picarde, avec juste une connexion Internet, pour retrouver ces gens? Non, le whisky, ça n'aide pas à tout, quand même. Faut pas exagérer. Ah, mais là, peut-être vous avez des illuminations. Un drone, vous auriez... Non, j'ai pas de drone, j'ai pas d'illumination, j'ai pas d'hallucination. Oui. Je disais, soit association ukrainienne, ou sinon, vous nous dites, on attend la réponse. Ah ouais. Je suis un peu déçu parce que j'attendais. L'ambassade d'Ukraine à Paris, peut-être une idée. Non, je suis déçu, j'attendais de sortir de cette rencontre. Les demandes de visa? Pour pouvoir engager un ou une journaliste stagiaire, des citoyens, etc. Et je vois que vous êtes nuls. Qui a établi Le chiffre, il est établi par les Russes. Et il est repris, sans broncher, par l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui dit en même temps source russe invérifiable, mais c'est ce chiffre-là qui est diffusé dans toute la presse française et internationale. Et donc, le but des Russes, c'est qu'on accueille les Ukrainiens, c'est des Ukrainiens qui veulent partir là-bas. Bien sûr, c'est les deux. C'est-à-dire que la propagande russe, puisque les Ukrainiens sont nos frères, etc., et ils veulent fuir le régime nazi d'Ukraine, donc ils viennent, voilà, donc ça fait partie de la propagande russe. Mais comment on vérifie ce chiffre? Google Earth, allez voir à la frontière s'il y a des camps de réfugiés. Non, mais vous approchez, je vous engage. Comment? Vous approchez. On envoie Bernard-Henri Lévy. Non, laissez Bernard-Henri Lévy pour rien. Non, c'est quoi votre prénom? Séverine. Oui, je vous engage comme stagiaire. Vous brûlez. Quels moyens ils ont utilisés? Laissez parler Séverine. Les habitants de la frontière, attendez, il y a un truc avec la frontière, c'est clair. Non. Google. Vous êtes les seuls. Quoi? Allez voir s'il y a des camps construits là-bas. Et comment vous faites pour ça? Google Earth. Non. Google oui, mais pas Earth. Maps. Non. Non. Et même si vous allez sur Google Earth ou Google Maps, vous tapez quoi pour chercher? Alors là, par contre, c'est... Ah. Non. Mariupol, vous allez voir Mariupol, mais vous n'allez pas voir. Non, je regarde les axes principaux, les axes routiers principaux des frontières. Non. Allez, cherchez.
On ne sortira pas d'ici tant que vous n'aurez pas trouvé. Il n'y aura plus de whisky. Non. C'est vrai, c'est un risque. Les points d'eau. Comment? Les points d'eau. Non. En interrogeant les images satellites. Non, pas image satellite. Juste avec... Allez, je vous donne un indice. Le téléphone. Juste avec les mots. Google, mots. Réfugiés ukrainiens en Traduction? Oui, Réfugiés ukrainiens en Russie. exactement. Mais pas réfugiés ukrainiens en Russie. Parce que là, vous ne trouvez rien. Il faut se placer du point de vue du russe. Vous placez Exactement. du point de vue du russe. Ok. Donc tu tapes dans DeepL, réfugiés Ukraine en russe. Et après, tu fais une recherche Google avec réfugiés Ukraine, mais en russe. Et là, tu tombes sur les premières infos. Dans la presse russe. Mais la curiosité, c'est de dire, mais ils sont où ces gens? Donc, forcément, s'ils sont en Russie, la presse russe, c'est la presse, hein, la presse. La presse russe a dû en parler à un moment donné. Donc, tu cherches dans Google Traduction ou Reverso ou DeepL, comment tu traduis réfugiés Ukraine en russe. Une fois que tu as ça, tu rentres ça dans la barre de recherche Google, avec les mots russes, réfugiés Ukraine. Et là, ça te renvoie à des articles parus dans la presse russe. Et j'ai trouvé comme ça la première occurrence de réfugiés, enfin d'évacués pour les Russes, de réfugiés ukrainiens dans une ville qui s'appelle Taganrog, recueillis dans un gymnase, et je trouve même, donc c'est dans un journal local russe. C'est pas l'agence TASS, c'est pas la Pravda, non, c'est un journal local qui dit, voilà, il faut un reportage comme ferait ici le Courrier Picard. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de tomber sur le Courrier Picard russe. Et oui. Et donc, à partir de là, je mets une alerte Google en russe sur les mots réfugiés Ukraine pour être averti à chaque fois qu'il y aura des articles dans la presse russe sur des gens qui viennent d'Ukraine, être informé. Et après, je reçois 20 alertes Google par jour. Ok? Donc, je copie tout, je passe dans le traducteur DeepL parce que je ne vais pas tout traduire. Je dis, bon, non, ça c'est pas intéressant, ça peut-être c'est intéressant. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la question particulière des enfants déportés. Et sur le Vova Belova. Et donc le Vova Belova, j'ai traduit, j'ai eu sur un site russe la manière dont son nom s'orthographie en russe, et j'ai fait une alerte Google sur son nom en russe. Et voilà pourquoi depuis septembre, j'ai autant d'informations sur le Vova Belova, qui ne sont jamais sorties dans la presse française, que j'étais le premier à sortir. Parce que, sur cette question des déportations enfants, je ne sais plus qui disait ça, Alain Boer récemment, sur l'émission sur la 5, il disait la première fois, parce qu'il y a eu les nazis avec des enfants en Pologne notamment, il y a eu les enfants, les bébés volés du franquisme, il y a eu la dictature en Argentine, on pourrait aussi ajouter les enfants de la Creuse, ok, ça les 70, mais c'est la première fois qu'un État, qu'une dictature revendique ouvertement, voilà, et donc à partir du moment, et encore aujourd'hui, j'ai 20 alertes par jour en russe sur le Vova Belova. Et je traduis, et c'est comme ça que j'ai découvert le fait qu'il y avait, que certains adolescents récalcitrants étaient envoyés dans un camp en Tchétchénie, c'est comme ça que, etc. Donc ça, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui du journalisme en source ouverte. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller sur le terrain, j'ai même pas besoin d'avoir, j'en ai sur certains trucs, mais j'ai pas besoin d'avoir des correspondants en Ukraine, et tant mieux. Pourquoi cette histoire de déportation d'enfants, je l'ai révélée avant même que les Ukrainiens n'en parlent. Parce que la partie ukrainienne, comment dire, il n'y a aucun contact direct entre Lvova Belova, la commissaire présidentielle russe aux droits des enfants, et son homologue en Ukraine. Il n'y a aucune raison d'en avoir, puisque Lvova Belova, elle considère que ces enfants, comme ils sont les nôtres, ils sont à nous. Le seul contact qui existe, c'est entre les commissaires respectifs aux droits de l'homme. Parce que c'est par ce seul canal qu'ont pu être négociés des échanges de prisonniers. Ok ?
Donc les enfants, il y en a eu 300 à ce jour, ukrainiens, qui ont pu être retournés en Russie. Ça a été, et ça les Ukrainiens ne peuvent pas le dire, ils gardent une discrétion, parce qu'aussi ils travaillent avec quand même certaines associations et ONG en Russie, qui ne sont pas d'accord avec la politique de Poutine et la guerre, et qui se mobilisent pour que les enfants puissent retrouver leur famille. Mais s'ils le disent ouvertement, ils fragilisent ces associations en Russie. Et les enfants qui ont pu être retournés l'ont été dans le cadre d'un échange de prisonniers. C'est-à-dire que les enfants, pour la Russie, de fait, sont des prisonniers de guerre. Voilà. Mais juste, pardon, j'étais un peu long, mais c'est juste pour vous raconter comment on fait quand on a une question. Je dois beaucoup à mon arrière-grand-mère. Et après, je vais faire la censure, mais on va en rester là. Oui, non, pardon. Alors, non, je termine sur l'arrière-grand-mère, avant d'en rester là. Sur la source ouverte, si vous voulez bien. Mon arrière-grand-mère, qui n'avait pas fait d'études, mais qui avait voyagé, etc. Bon, c'est une formule qui est connue, hein, mais elle me disait souvent, mais Jean-Marc, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, quand on arrête de se taper la tête contre les murs, en disant, après il y a un problème, mais on se dit, mais il doit y avoir une solution, mais elle est où? Et en général, et ça c'est une base du journalisme, qu'il soit d'investigation ou autre, peu importe, ou d'une vie en général, c'est que quand on cherche, il y a des chances qu'on puisse trouver. C'est pas gagné à tous les coups, on peut chercher sans trouver, mais si on ne cherche pas, on n'a aucune chance de trouver. Merci beaucoup. Notre prochain rendez-vous, c'est le 12 avril, et on en a déjà parlé un peu ce soir. Ce sera justement sur les Gilets jaunes, un mouvement social inédit, avec une conférencière. Cette fois-ci, ça sera une femme. C'est Perrine Poupin, qui est sociologue et qui a aussi participé au mouvement des Gilets jaunes. Donc on vous donne rendez-vous le 12, à l'heure habituelle, à Douai. Ça va, je me fais trop mal.